Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. Une semaine en congé, ça a été beaucoup trop long. Pas parce que je me suis ennuyé de toi, je me suis ennuyé de notre enquêteur du paranormal, Christian Page. Salut Christian! Salut Yannick. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, très content de te jaser. Hey, je te le repose en nom parce que tu m'as pas écrit, tu m'as pas répondu par texto, mais est-ce que tu vas être avec nous autres cet été aussi? Oui, absolument. Bon, c'est une très très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Écoute, j'espère que je serai à la hauteur. Bon, à la hauteur. À la hauteur de l'attente des auditeurs. OK, tu parlais pas de grandeur. Non, écoute, avec mon 5 pieds 5, écoute. T'es mon meilleur, tu le sais, je te le dis tout le temps. Bon, ben merci beaucoup. Christian Page est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. Vous en voulez plus? Allez faire un tour sur christianpage.ca. Est-ce que tu as des conférences qui s'en viennent bientôt? Non, pas pour l'instant. Écoute, je reprends tout ça cet automne, mais pour l'été, je suis comme à peu près tout le monde. Je vais profiter du beau temps. Ouais. Je vais pouvoir user mes bagnoles. User mes bagnoles. Ça se dit bien, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, dans ta chronique, on parle d'attaque sonique. Moi, je pensais, quand j'ai vu ça, que tu allais me parler de Cuba, parce qu'on en avait parlé dans le secteur de Cuba pour ce qui est des Américains, puis même des Canadiens qui auraient été blessés par ces attaques-là. Là, tu me parles de la Chine maintenant? Oui, effectivement, et écoute, c'est bien que tu fais ce lien-là, parce que c'est exactement ce qui en ce moment est sur toutes les lèvres. C'est-à-dire que, il y a quelques jours, il y a un employé de l'ambassade des États-Unis à Guangzhou, en Chine, qui s'est plaint d'un malaise après avoir entendu une espèce d'onde sonique. Et ça a été annoncé officiellement dans une alerte sanitaire qui a été diffusée le 23 mai à travers l'ambassade. Et là, évidemment, les symptômes décrits par l'homme en question, par l'employé de l'ambassade, sont tout à fait similaires à ceux observés là en 2016 lors de cette supposée, je dis bien supposée, parce qu'on va y revenir, attaque sonique qui avait eu lieu à La Havane, à Cuba, en 2016, et qui avait notamment ciblé à tout le monde. On sait qu'il y a des employés de l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade canadienne qui avaient été affectés par ça. Mais ici, il faut tout de suite faire une distinction. Quand on dit l'ambassade, moi, j'ai appris en menant ma petite enquête que ce ne sont pas les bâtiments de l'ambassade, mais ce sont des gens qui travaillaient à l'ambassade et qui siégeaient à ce moment. En fait, ces gens-là se retrouvaient dans un hôtel à La Havane. Donc, ça se passe pas dans l'ambassade, ça se passe dans un hôtel de La Havane qui est mis à la disposition du personnel à la fois de l'ambassade des États-Unis et de l'ambassade canadienne. Donc, il y a une énorme distinction à faire, là. Donc, et à ce moment-là, et pourquoi on revient là-dessus? Parce que à ce moment-là, l'une des hypothèses les plus vraisemblables annoncées ou proposées par les chercheurs, parce que faut le dire, les mots au départ, on s'est dit peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'imaginaire, une espèce d'hystérie. Non, ces gens-là présentaient des troubles cognitifs et des analyses plus poussées ont clairement démontré qu'il y avait des lésions cérébrales semblables à des gens qui auraient été des lésions qu'on rencontre par exemple chez des gens qui souffrent d'une fracture du crâne ou un traumatisme crânien. Or, dans ces cas-là, et on le sait, on en parle beaucoup de ces traumatismes crâniens, notamment dans le sport, et on sait les conséquences que ça peut avoir à long terme. Donc, ces gens-là présentaient des symptômes qui étaient tout à fait semblables à ça, mais bien sûr sans les chocs physiques qu'on retrouve généralement dans ce genre d'anomalie. Alors là, évidemment, on a pointé du doigt le Cuba, le gouvernement cubain. Est-ce que on était victime d'une attaque ciblée? Est-ce que les employés ont été victimes d'une attaque ciblée? Et la proposition avancée par des chercheurs en neurologie, c'est qu'il pourrait s'agir simplement de la conséquence d'une mauvaise gestion d'équipements de surveillance. Et là, je fais un petit aparté. Il est possible d'imaginer que le gouvernement cubain ou les services de renseignement cubains aient placé dans le fameux hôtel en question des équipements de surveillance, des microphones, l'équipement électronique, et ces équipements placés trop près les uns des autres auraient pu engendrer des interférences électromagnétiques, et ce sont ces interférences électromagnétiques qui finalement auraient eu les conséquences déplorables qu'on a observées. Donc ça, c'est l'hypothèse dominante
proposé pour ce qui est du cas de l'ambassade les employés de l'ambassade américaine et canadienne à Cuba. Là, on est ici tout à fait dans une autre dynamique. Hein. On parle bel et bien ici d'un employé de l'ambassade des États-Unis à l'ambassade des États-Unis à Guangzhou. Ouais. Donc, on a volontairement, s'il s'agit d'une attaque semblable, là, cette fois, on parle d'une attaque qui est visiblement ciblée vers l'ambassade. Évidemment, tout ça peut paraître un peu excessif, mais la grande question, et là on le comprend pourquoi les Américains prennent ça très au sérieux, il y a eu en 2005 un rapport confidentiel, top secret, mené par le National Ground Intelligence Center, qui est un peu une sorte de dépendance ou une organisation un peu qu'une ramification comme la CIA. Et ce rapport-là, il est excessivement dévastateur pour la Chine. Il présente notamment que depuis des années, la Chine travaille à toutes sortes d'équipements, disons, électromagnétiques, ondes infrarouges, ultraviolets, toutes sortes de propositions d'armes qui sont faites avec des ondes, que ce soit des ondes lumineuses, soniques ou encore des ondes électromagnétiques, et tout ça dans le but de rendre malades des gens. Alors, dans ce rapport-là, par exemple, on parle que ces technologies pourraient servir à occasionner des blessures aux yeux, notamment si on parle par exemple des micro-ondes, parce que c'est l'une des ondes qu'on veut utiliser ou qu'on utiliserait. Ouais. Et on sait que le rapport que je te mentionne, qui est dévastateur pour la Chine, parle notamment d'essais qui ont été faits sur des animaux, et en particulier en utilisant des micro-ondes, et ça entraîne des blessures aux yeux, au cerveau, les organes cessent de fonctionner. Donc c'est très dévastateur. Et là, on ne parle que de micro-ondes, on peut reproduire ça avec des ondes électromagnétiques ou encore des ondes lumineuses. Le rapport également dont je te parle, que j'ai obtenu et que j'ai entre les mains, parle également d'un taux de décès très élevé chez les animaux. Donc, ça devient des armes létales. Et la Chine fait ça depuis des années. Donc, développer ces fameuses armes qui utilisent des ondes, encore une fois, lumineuses, sonores ou encore électromagnétiques, pour occasionner chez des individus des conséquences dévastatrices. Et on croit, le rapport souligne que la Chine développerait ces armes dans le but en fait, comme mécanisme d'intervention lors d'interrogations de gens qui seraient des opposants au régime en place. Christian, moi, ce qui m'inquiète de ça, c'est comment tu peux lutter contre des armes soniques? Comment tu peux lutter contre des armes micro-ondes? C'est quand même des choses qui sont pas perceptibles, que tu vois pas, tu sais. Et tu as tout à fait compris. C'est vraiment une guerre silencieuse. Ouais. Voire invisible. Hein, parce que il faut savoir, par exemple, si on parle d'ondes sonores, les êtres humains en bonne santé entendent entre 20 et 20 000 Hertz. Ça, c'est ce qui est audible. En dessous de ça, ça devient des basses fréquences, et au-dessus, ce sont des hautes fréquences. Ton oreille ne l'entend pas, mais ton cerveau les perçoit, ces ondes-là, et ça devient très désagréable, et à pousser à l'extrême, ça peut occasionner effectivement des troubles qui sont très, très importants, des troubles de santé importants. Et ce qui est amusant, parce que on parle souvent, par exemple, dans mon domaine particulier, le paranormal, l'étrange, l'insolite, tu sais que ces mêmes mécanismes-là, c'est-à-dire les ultrasons, les infrasons, les ondes qui sont soit dans l'infrarouge ou dans l'ultraviolet, on parle d'ondes lumineuses, ou encore des micro-ondes elles-mêmes, à plus faible échelle, parce qu'il faut savoir que dans l'environnement ou autour de nous, dans notre quotidien, notre vie domestique, il y a des appareils qui peuvent occasionner ça. Hein. Par exemple, des appareils autour de toi peuvent émettre des champs électromagnétiques que toi, tu ne perçois pas. Un ventilateur au plafond, par exemple, ou un air climatisé pourrait provoquer, par exemple, des basses fréquences. Donc, dans notre quotidien, dans notre vie domestique, il y a des appareils qui peuvent provoquer à bien moins grande échelle, on s'entend bien là, à bien moins grande échelle, des ondes de ce type-là, et occasionner chez les gens qui se trouvent dans cet environnement des perturbations, voire des perceptions erronées de l'environnement. Ouais. Et l'une des conséquences de ces perceptions erronées, c'est la perception d'entités invisibles. Donc, on a l'impression qu'on est entouré de gens, on a un malaise, et on a l'impression qu'il y a des gens autour de nous, des gens évidemment qu'on ne voit pas. Ouais. Et si tu fais un peu dans le fantôme, tu auras vite tendance à croire que tu es entouré par des entités invisibles, alors que ce sont simplement des conditions environnementales qui entraînent chez le sujet une perception erronée de l'environnement. C'est incroyable. Ici on est vraiment là
à la limite, hein, c'est vraiment des phénomènes qui sont excessivement ténus. Dans ce que je te parle maintenant, ces armes développées par la Chine, évidemment, tu auras compris que ce sont ces mêmes mécanismes, mais qui sont poussés au superlatif, de manière à occasionner des troubles neurologiques cognitifs chez des sujets. Et tu l'as mentionné, le grand danger de ça, c'est bien sûr, ce sont des armes que l'on ne voit pas et ils peuvent occasionner des dommages, des dommages consécutifs qui sont importants. Et même en utilisant des ondes électromagnétiques, hein, ça ne sont pas seulement le matériel vivant que tu peux déranger. Hein. En utilisant de ces armes-là, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, on a développé, c'est la compagnie, de mémoire, je crois que c'est la compagnie Boeing, a développé pour le compte de l'armée américaine des espèces de bombes électromagnétiques qui font tomber en panne tous les appareils électroniques dans ton environnement. Donc, ce type d'arme pourrait rendre complètement inutilisable des équipements importants autour de toi et donc, bien sûr, limiter ton pouvoir stratégique lors d'une attaque quelconque. Donc, tu vois, c'est vraiment la guerre du futur, l'utilisation de ces micro-ondes, et on comprend qu'avec ce qui vient de se passer en Chine, si l'attaque à la Havane en a fait sourire quelques-uns, puis on était un peu à émettre des hypothèses, certaines farfelues, d'autres plus vraisemblables. Ce qui se passe maintenant en Chine, on le comprend, c'est pris très au sérieux, et on comprend que Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, lui-même a réagi fortement à cette histoire-là, et déjà les Américains ont commencé à rapatrier sur le sol américain leurs ambassadeurs qui travaillent en Chine, de peur que ceux-ci soient à nouveau victimes d'une attaque semblable. Et Christian, tu m'as fait rappeler une histoire qui s'est passée dans le secteur de Montréal quand il y a eu la vague des changements de compteurs d'Hydro-Québec, là. Oui. On voyait à tous les jours, que ce soit sur les ondes de Radio-Canada, que ce soit sur les ondes de TVA lors des nouvelles, des gens qui se plaignaient de maux de tête parce qu'il y avait le compteur d'Hydro-Québec qui avait été changé. Et le compteur d'Hydro-Québec, lui, on peut le lire à distance, donc il envoie des signaux. Et il y a des gens qui dormaient très proches de ce fameux compteur-là. Puis tu avais toujours des dames ou des hommes qui se disaient ultra sensibles, qui recevaient ces signaux-là et qui filaient mal, là. Oui, tu as tout à fait raison. Et donc, on comprend que Hydro-Québec est tenté de minimiser la chose en disant « Oh non, ça se peut pas, c'est leur imagination ». Mais des recherches en laboratoire montrent qu'il y a ici une réalité qui est tout à fait fondée. Des ondes, mais en particulier des ondes qui sont juste à la limite de ce qui est perceptible à l'oreille humaine. Là, ici, on ne parle pas d'une arme, mais une onde qui est imperceptible à l'oreille humaine, mais qui est proche de la zone de perception. Donc, comme je t'ai mentionné, une personne en bonne santé entend entre 20 et 20 000 Hertz. Une basse fréquence aux alentours de 18 ou 19 Hertz, juste à la limite de ce que tu peux entendre, ça va te déranger, ça va te déranger fortement. Ça peut entraîner des palpitations cardiaques, ça peut entraîner un stress, ça peut entraîner également des biais cognitifs qui peuvent aller à des maux de tête, des perceptions erronées de ton environnement, ça peut occasionner des nausées. Donc les conséquences peuvent être très importantes. Et tout ça pourquoi? Pour une basse fréquence qui est tout proche de ta zone d'audition et que tu n'entends pas. Donc, il faut se méfier de ça. Et moi, je dis souvent, et ça, je sais que les gens qui font dans la chasse aux fantômes, malheureusement, ne lisent pas les périodiques scientifiques, ce qui est un peu dommage. Mais il faut savoir que c'est les recherches dont je te parle, ces perceptions soit lumineuses, donc infrarouge, ultraviolet, ou encore les ondes électromagnétiques ou les ondes audio, mais de basse fréquence, les basses et les hautes fréquences. Tout ça a fait l'objet de très nombreuses recherches associées au phénomène de fantômes et de hantises, et ça a été publié dans des périodiques scientifiques excessivement sérieux, le Journal of Neuroscience, puis des trucs comme ça. Malheureusement, je comprends que les amateurs de fantômes ne lisent pas ces périodiques scientifiques, mais ici, on n'est plus dans le domaine de l'interprétation ou dans le domaine de la fiction ou du fantasme. On est bel et bien dans un domaine de recherche qui est excessivement pointu. Et bien sûr, poussé à l'extrême, on peut développer des armes excessivement dangereuses, comme à tout le moins le rapport dont je te mentionne semble le souligner pour ce qui est de la Chine. On parle maintenant de Stephen Hawking qui est décédé, là, ça fait peut-être 3 mois. En mars dernier, ouais, c'est ça. Ça fait 3 mois. Il y a une partie de lui qui serait dans l'espace actuellement? Sa voix modulée électronique, on le sait, Stephen Hawking était atteint de ce qu'on appelle la maladie de Lou Gehrig.
Et évidemment, ça l'a frappé alors qu'il était un jeune homme, et puis il a passé le restant de ses jours cloué dans un fauteuil roulant, et peu à peu, il a perdu de ses facultés motrices, et on le sait, pendant des années, il avait développé une espèce de voix électronique, il parlait à travers cette machine. Donc on a pris, il y a quelques années, il a fait un discours où il appelait les gens à s'unir pour lutter pour la protection de la planète et tout ça. Un discours très humaniste. Or, Stephen Hawking, vendredi dernier, a été porté en terre, si je puis dire, parce que il est décédé en mars dernier. Il a été incinéré, et c'est vendredi dernier que ses cendres ont été inhumées à l'abbaye de Manchester en Angleterre. Et pour ce faire, l'abbaye de Westminster, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inhumé les cendres de Stephen Hawking aux côtés de, et pas les moindres, Sir Isaac Newton et Charles Darwin. Donc, tu vois, c'est un grand honneur. Et pour souligner cette inhumation à sa façon, l'Agence spatiale européenne a décidé de prendre une partie d'un discours que Hawking avait fait, ce fameux discours très humaniste. On a pris donc sa voix électronique, ça a été codé en système binaire, ça a été mis sur une espèce de musique de Vangelis qui avait été composée essentiellement pour cette situation-là. Et pendant la demi-heure, les 30 minutes, en fait, la séquence durait 6 minutes, mais durant les 30 minutes qu'ont duré l'inhumation de Stephen Hawking, l'Agence spatiale européenne a utilisé son antenne, la grande antenne d'un radiotélescope qui se trouve dans la région de Madrid, en Espagne, et on a envoyé ce signal radio dans l'espace, et on l'a pas envoyé n'importe où, on l'a dirigé vers un trou noir qui a le nom très exotique de 1A0620-00, et qui se trouve à 3500 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que le signal envoyé vendredi dernier va mettre 3500 ans, parce que les signaux électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière. Ouais. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Donc, à cette vitesse du 300 000 km, essaie de réaliser ça à un moment donné, une seconde, Yannick. À la vitesse de 300 000 km à la seconde, le signal va mettre 3500 ans à se rendre à destination. C'est un petit peu plus loin que Québec-Montréal. Ah ouais, écoute, c'est vertigineux comme distance. Et ce signal-là, et pourquoi on l'a envoyé vers un trou noir? Parce que toute sa vie, Stephen Hawking a révolutionné notre vision de voir le cosmos, et en particulier les trous noirs. Il était l'un des premiers à mettre sur papier la mécanique théorique du fonctionnement d'un trou noir. Et donc, comme il a contribué énormément à notre compréhension dans le domaine de l'astrophysique sur les trous noirs, c'est donc vers un trou noir qu'on a décidé d'envoyer ce signal. Bien sûr, les experts de l'Agence spatiale européenne souligne que lorsque le signal arrivera à destination, il sera excessivement ténu. Donc, il est peu vraisemblable que des habitants de ce trou noir, si habitants il y a, et si on peut vivre près d'un trou noir, capteront le signal, mais c'était purement symbolique d'envoyer la voix modulée de Stephen Hawking en système binaire vers ce qui a contribué à sa reconnaissance mondiale, à savoir son étude sur les trous noirs. Lire sur les trous noirs, c'est franchement intéressant quand on regarde de la littérature scientifique, mais quand on va sur des sites un peu plus weirdo où on nous parle de trous noirs, certains parlent de voyage vers le futur, voyage vers le passé, certains parlent de balayeuse de l'espace, comme quoi la Terre pourrait finir dans un trou noir. C'est assez particulier, ça. Ouais, en fait, ces visions un peu apocalyptiques un trou noir pourrait avaler le cosmos, en fait, la matière de l'univers, et peut-être est-ce déjà fait, parce que faut pas se... En théorie, il nous manque une grande partie quand on regarde, je suis pas un astrophysicien, là, mais quand on regarde l'hypothèse dominante, le Big Bang, donc toute la matière de l'univers va exploser dans une espèce d'œuf cosmique et créer la matière qu'on retrouve dans l'univers. Quand on regarde la masse de l'univers, il nous en manque un peu, grosso modo, la moitié. Il nous manque la moitié de la masse de l'univers. Alors on se dit où elle est passée ce qu'on appelle la matière sombre. Est-ce qu'elle est ou l'antimatière? Elle est où? Est-ce que c'est simplement parce qu'on l'aperçoit pas, on n'est pas capable de la détecter ou de la voir, ou est-ce qu'elle a été absorbée par un trou noir, elle est passée ailleurs? Bon, là, évidemment, on entre pratiquement dans un domaine de science-fiction. Là où il y a souvent une confusion,
c'est que les trous noirs, hein, la définition, là, l'hypothèse dominante, parce que quand on parle d'astrophysique, c'est surtout des hypothèses dominantes plus que des certitudes. L'hypothèse dominante, c'est que c'est un peu comme le tissu de l'espace qui s'est déformé parce qu'une étoile qui a implosé sur elle-même, et à force d'imploser, sa force gravitationnelle est devenue tellement grande qu'elle attire tout. Hein? C'est un peu comme si tu mets une bille de métal sur un tissu très tendu, évidemment, il va déformer le tissu un peu comme une entonnoir. Et c'est un peu ce qui se passe. La masse de cette étoile qui s'est effondrée sur elle-même est tellement grande qu'elle attire toute la matière qui passe dans son environnement, et incluant la lumière. Donc, elle absorbe la lumière, d'où le fait que c'est un trou noir. Il n'y a pas de lumière qui en ressort, donc c'est un trou noir. Ça, évidemment, tu auras compris que si tu entres dans un trou noir, t'en sors pas. T'en sortiras pas, hein, parce qu'éventuellement, tu vas aller te fusionner à ce noyau, à cette masse là, de gravité. Mais il existe une autre hypothèse dans le domaine de l'astrophysique, et des gens ont tendance à confondre trou noir avec les trous de verre. Un trou de verre n'est pas un trou noir. Un trou de verre, et encore là, c'est purement théorique. Ce sont des espèces de corridors que des astrophysiciens ont imaginés. Donc, il y aurait un trou A et un trou B, ou une porte d'entrée et une porte de sortie. Donc, ce sont des espèces de tunnels qui pourraient exister dans l'univers et qui relieraient des zones de l'univers entre elles. Donc, il y aurait une porte d'entrée auprès de telle étoile X, et tu en ressortirais à une vitesse excessivement rapide. Mais c'est même pas une vitesse rapide, c'est simplement un raccourci. Tu en sortirais par le trou B qui serait ailleurs. C'est un peu comme, imaginons un peu le système à Montréal, où on a le réseau routier de surface et on a le métro en dessous. Donc, si tu prends le réseau de surface, aller d'un point A à un point B en empruntant les routes, et là, on oublie les bouchons de circulation, les travaux et tout le reste, là. Mais si tu utilises les rues, tu dis, je pars de mon point A à mon point B, je vais prendre, par exemple, l'avenue Notre-Dame, je vais rouler sur 4 kilomètres pour me rendre à mon point B, ça va me prendre tant de temps. Mais si tu utilises le réseau souterrain, tu vas prendre une station de métro, tu vas sortir à l'autre station de métro qui, elle, passe en dessous dans un autre univers, entre guillemets, et comme ça, tu vas avoir fait un raccourci sans utiliser le réseau de surface. Donc, les trous de verre, c'est un peu le métro de l'espace. Donc, on a une zone que l'on voit, et aller de l'étoile A à l'étoile B, évidemment, le trajet le plus court, c'est la ligne droite. Mais ce réseau serait le réseau des trous de verre, serait un peu des raccourcis qui existeraient dans des univers parallèles ou des univers non détectables ou des replis de l'espace-temps. C'est excessivement compliqué. Ouais. C'est vrai que ça nous entraîne dans un discours, en fait, dans une sémantique ou un lexique qui est voisin de la science-fiction, ça c'est certain, mais c'est tellement fascinant ce que l'astrophysique nous a révélé de l'univers au cours des dernières années. Mais les trous de verre sont une chose, les trous noirs en sont une autre, et dans le cas de Stephen Hawking, c'est bel et bien un trou noir qui a été ciblé. Donald Trump veut une force spatiale, donc des soldats américains dans l'espace. Ça s'amusant de mentionner ça parce que effectivement, ça nous ramène dans les années 80. Et tu vas comprendre, j'en parle parce que c'est un truc qui s'est rapidement retrouvé sur les plateformes des théoriciens du complot et des amateurs d'extraterrestres. Et tu vas comprendre le pourquoi. C'est-à-dire que Donald Trump a donc signé la semaine dernière un décret qui demande au Pentagone, c'est pas encore fait, mais il demande au Pentagone de créer une 6e branche des forces armées américaines, parce que les forces armées américaines, c'est la US Navy, l'armée de l'air, l'US Air Force, le corps des Marines, il y a l'armée de la garde côtière, puis l'armée de terre. Et là, on aurait donc une 6e force, la force spatiale. Et cette idée-là, donc, c'est de militariser l'espace. Et le militariser, évidemment, Donald Trump, il doit d'abord avoir l'aval du Congrès, et c'est pas gagné, avoir l'aval du Congrès pour ça. Mais ce qui est amusant ici, sur un premier plan, sur le plan politique, l'idée, ce que propose Donald Trump, c'est de dire on va militariser l'espace, parce qu'on ne peut pas se contenter seulement d'une présence dans l'espace. On le sait que Trump a annoncé pour la fin de son mandat ou le prochain le débarquement de l'homme sur Mars. J'ai hâte
de voir ça. Je me rappelle d'ailleurs quand il avait dit ça à la télé, écoute, il s'adressait à une astronaute dans la station orbitale et quand il a dit, d'ici la fin de mon mandat, on va envoyer des hommes sur Mars ou dans mon prochain mandat, évidemment, comme elle s'adresse au président, il n'a pas dit c'est un épais, là, mais on le voyait dans sa face, à dire, merci, monsieur le président, on va tout faire pour ça, mais tu sais, au moment où on se parle, la NASA n'a pas un lanceur pour aller vers Mars. Fait que si t'as pas le lanceur, t'as encore moins le module d'exploration martienne développé. Là, tu sais, là. Donc, moi, je peux te prédire que ça se fera pas dans les 4 prochaines années, et surtout pas au cours des 2 prochaines années. Tu sais. Fait que, quoi qu'il en soit, donc, Trump dit on ne peut pas se contenter seulement d'une présence dans l'espace avec la station orbitale ou éventuellement des missions vers la Lune ou des missions vers Mars. On doit également avoir une hégémonie américaine. Il faut que on ait faut que les Américains soient la force suprême dans l'espace. Évidemment, on a compris il dresse un peu le spectre de la Chine ou de la Russie, etc., qui pourraient devenir éventuellement des menaces. Et là, bon, évidemment, il faut savoir que depuis 1967, à partir du moment où l'homme s'est vraiment lancé dans la conquête de l'espace, en 1967, je rappelle que c'est les premiers vols vers la Lune. Donc là, on était vraiment dans on sortait vraiment de la Terre, parce qu'il faut savoir que la navette spatiale, pas la navette spatiale, pardon, mais la station orbitale, elle orbite à peu près à 400 km au-dessus de la surface de la Terre. On est quand même dans un environnement proche. Les vols Apollo qui ont emmené les hommes sur la Lune, c'était la première fois où on allait vraiment ailleurs. On sortait de l'environnement terrestre. Alors, en 1967, dès qu'on a commencé à faire ça, évidemment, il y a eu des préoccupations et on a signé un document parce que il y a des dirigeants de pays qui sont tellement paranoïaques qu'eux mettraient l'armée partout. Donc, en 1967, il y a eu une entente qui a été faite à l'ONU disant on ne militarisera pas l'espace, du moins pas de manière offensive. On n'utilisera pas des armes de destruction massive dans l'espace, etc. Donc, on a signé un document là-dessus et il y a eu une entente. Donc, on comprend que les Américains ne peuvent pas créer un système offensif dans l'espace. Ils pourraient toujours mettre un système défensif, se protéger, mais se protéger de quel ennemi? Et quand on se dit se protéger de quel ennemi, là, c'est là que ça devient intéressant d'avoir fredonné l'ère de la guerre des étoiles. Parce que quand on parle d'un ennemi potentiel dans l'espace, tu comprends que sur les plateformes conspirationnistes ou les amateurs de petits hommes verts... On parle des extraterrestres. Ben oui, on a vite récupéré ça en disant que peut-être, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que des présidents américains se montrent préoccupés par l'idée de développer des mécanismes de protection dans l'espace. Ouais. Et je ne sais pas si tu l'as sous la main, mais je t'ai fait parvenir un petit extrait d'un discours de Ronald Reagan en 1987, qui avait été l'un des tout premiers à lancer un programme de protection qu'on appelait le programme, évidemment, Star Wars, parce que c'était un peu à la veille de la sortie du film Le Retour du Jedi. Donc, les médias avaient surnommé ça le programme La guerre des étoiles de Star Wars. Et Reagan a fait un petit commentaire à propos des extraterrestres. Je ne sais pas si tu as ça sous la main. Oui. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Quelle voix il avait, ce Ronald Reagan, hein? Absolument. Et donc, on l'entend, il dit, toutes nos différences tomberaient, nos échanges seraient beaucoup plus faciles, hein? On deviendrait tous un peu on comprendrait tous qu'on est des humains sur une même terre si on avait cette menace qui venait de l'espace par une espèce extraterrestre. Donc, évidemment, dès que les présidents américains, Reagan l'avait dit, le programme de défense stratégique, surnommé Projet Star Wars, a été abandonné, trop coûteux, trop difficile à produire également pour la technologie de l'époque. Clinton avait ramené ça sur la table, l'idée de ce programme-là qui a été finalement abandonné avec les attentats du 11 septembre. On s'est dit que c'était peut-être plus judicieux de traquer les terroristes sur Terre que de les traquer dans l'espace.
Mais à chaque fois qu'on parle de militariser l'espace, de développer des systèmes de défense, tu comprendras que pour les théoriciens du complot ou les amateurs d'extraterrestres, ça devient vite souvent l'idée d'une espèce de propagande pour nous préparer à une éventuelle menace extraterrestre. Donc là, ben évidemment, si tu fais un peu dans la paranoïa, tu vas dire, bon, ben voilà, Donald Trump nous prépare à une éventuelle menace d'une civilisation extraterrestre. Mais si on est plus politisé, on comprend que, encore une fois, Trump fait ici preuve à mon avis, d'un excès de zèle épouvantable, et ça nous ramène un peu à cette époque de ces bras de fer entre les Américains et les Russes, mais là, dans le cas présent, c'est les États-Unis contre le reste du monde, parce que c'est un peu ça maintenant qui se passe, et c'est un peu épouvantable d'imaginer que tout ça se passe autour de nous, à nos portes, ce genre de discours-là qui sont tout à fait épouvantables. C'est particulier, si Trump se lance là-dedans, nécessairement, la Russie va se lancer là-dedans, la Chine va se lancer là-dedans, et peut-être même la Corée du Nord. Ben, tu vois, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, c'est un escalade épouvantable. Ouais. Parce que autrefois, le mécanisme, c'était les deux super grands. On avait les États-Unis et la Russie. Ouais. Mais maintenant, cette superpuissance, ce pouvoir à la table des superpuissants, il n'y a plus que les Russes. Il n'y a plus seulement les Russes et les Américains qui peuvent s'y asseoir. On le sait maintenant, la Chine est une force grandissante qui est pratiquement en train de supplanter les Américains, notamment dans des programmes spatiaux. Et faut pas se cacher, lorsque Trump a annoncé cette idée de militariser l'espace, de développer cette force militaire spécialisée dans l'espace, il a clairement évoqué le spectre de la Chine. Et là, ça devient excessivement... on espère pour le mieux et on va essayer de garder foi en l'humanité. On nous informe que les soucoupes volantes nazies ont été retirées du marché. Ça, écoute, à mon avis, c'est la nouvelle la plus intéressante de la semaine. Oh. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, tu vois, moi, je tripais sur les trous noirs tantôt, là. Ouais, mais moi, je tripais sur les soucoupes volantes nazies. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est la compagnie Revol, c'est la filiale de la compagnie Revol qui se trouve en Allemagne, qui ont commercialisé, Revol, pour les gens qui nous écoutent, c'est une compagnie qui s'est spécialisée dans les modèles réduits, de tout type, hein. Bateaux, avions, fusées, allant aussi dans des trucs de science-fiction, hein. Ils ont commercialisé, par exemple, des modèles réduits du Jupiter 2, qui était le vaisseau spatial dans Perdu dans l'espace, le sous-marin volant de la populaire série Voyage au fond des mers dans les années 60. Donc, on allait dans des modèles également exploités à la télévision dans la science-fiction. Donc, cette compagnie Revol, donc depuis des années, elle s'est fait un nom, elle s'est taillé une place, en fait, elle tient le haut du pavé lorsqu'on parle de modèles réduits. Donc, la filiale allemande de Revol a commercialisé, il y a quelques mois, une soucoupe volante nazie et qui s'appelle l'Onibu 2. Et là, tu me dis, mais c'est quoi cette histoire de soucoupe volante nazie? Alors, moi, Yannick, je vais t'amener un peu dans l'univers du mysticisme et de la conspiration. Donc, il existe une rumeur dans les milieux occultes que durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis auraient été en contact avec des extraterrestres, et ça via des médiums, dont notamment une femme qui s'appelait Maria Orsic, qui aurait été apparemment une médium, qui, elle, avait des contacts avec des extraterrestres qui vivaient autour de l'étoile d'Aldébaran. Et ces extraterrestres, dont un corps expéditionnaire vivait sous terre en Antarctique, auraient fourni des indications aux nazis et leur auraient permis de développer des engins extraordinaires en forme de soucoupe volante, et ces engins étaient capables de performances aériennes extraordinaires. Tout ce que je viens de te raconter là, c'est de la foutaise, bien sûr, parce que toute cette histoire de l'occulte nazi, des extraterrestres, Aldébaran, tout ça, là, c'est né dans les années 60. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune preuve historique de ça. Non. Il s'est développé dans les années 1960 avec un livre en particulier qui a été le point de départ, un livre qui s'appelait Le Matin des magiciens, qui était signé par Louis Powell et Jacques Bergier, deux passionnés d'insolites en France. Ils publient Le Matin des magiciens. Et Le Matin des magiciens va mettre la table à cette vision que l'on a aujourd'hui en 2018, que le parti nazi était infiltré par l'occulte, puis il y avait toutes sortes de trucs bizarres. Ça, c'est de la foutaise.
C'est pas vrai, ça. C'est vrai que dans l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale et avant, là, au tournant du 20e siècle, donc à la fin des années 1900, à la fin des années 1800, début des années 1900, il s'est développé en Allemagne des groupes qui étaient des espèces d'associations qui s'enivraient autour du nationalisme et du mysticisme. Ça a été très populaire. Plein de gens là-dedans, plein de gens se sont impliqués, des jeunes se sont impliqués là-dedans. Et certains de ces gens-là se sont retrouvés éventuellement des hauts dirigeants du Reich. On pense par exemple à Heinrich Himmler, Rudolf Hess, même Adolf Hitler a été membre de ces associations. Mais c'était un mouvement qui était très répandu. Cet occultisme de salon n'a joué aucun rôle important dans l'ascension du Reich et la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans les années 60, il y a une sorte de relent, une vague de mysticisme, d'ésotérisme qui apparaît. Et là, on aime bien ressortir des vieilles affaires. On fait des associations gratuites. On fait des raccourcis. Et là, c'est là que dans cette histoire-là que va apparaître ces fameuses soucoupes volantes nazies. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune preuve